Bonsoir et bienvenue sur Résistance et Liberté et sur la rue citoyenne. Bonsoir Roger. Bonsoir Max, bonsoir Monsieur Bechter, bonsoir Monsieur Boudot, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bonsoir à vous tous. Oui, bonsoir. Bon. Bonsoir Antoine. Quelques petits soucis de mise en route, c'est les aléas de l'informatique, mais nous sommes bien là. Donc heureux de rencontrer et de retrouver Maxime, qui, pour des raisons familiales et personnelles, ne pouvait pas être là. Donc, fidèle au poste, et tant mieux. Donc, forcément, Alexis Boudot, vous connaissez déjà un petit peu. Je ne vais pas faire l'affront de dire que vous ne connaissez pas Monsieur Antoine Bechter. Tout le monde connaît Antoine Bechter quand même. Et je vais commencer juste pour resituer un petit peu, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit peu Monsieur Bechter. Donc, Monsieur Bechter, ancien député européen et candidat écologiste à l'élection présidentielle. Vous êtes l'un des derniers pionniers de l'écologie politique en France. Vous avez une formation d'ingénieur écologue et vous avez été, entre autres, directeur d'un bureau d'études environnementales. C'est dire que vous connaissez le sujet. Ce qui nous a frappé dans l'équipe de l'incubateur, c'est votre longévité dans l'engagement de l'écologie. Sans vouloir faire les anciens combattants, effectivement, vous militez depuis 1978. Juste pour la petite histoire, 73, vos premiers engagements environnementaux commencent le jour de vos 16 ans, où vous créez les Jeunes Amis des Animaux de la Nature de Mulhouse. Et ce groupe-là, déjà à l'époque, empêche une déviation autoroutière de Mulhouse. Donc, on est encore dans l'actualité par rapport à la A69, comme c'est bizarre. Et ça, en 1967, vous obtenez la protection des collines de votre territoire et vous réussissez à faire réintroduire le castor sur la Dolère, ce qui n'est pas rien. Vous avez été aussi secrétaire régional de la Fédération alsacienne de protection de la nature de 1976 à 1986. Donc, on ne va pas rentrer plus dans le détail, mais ça prouve déjà que vous êtes bien avec nous, puisque nous, on parle beaucoup d'écologie et de régionalistes, puisque c'est la base un petit peu des gens qui nous suivent et qui nous aident. Alors, notre première question, elle est très simple. Et je pense elle va intéresser les citoyens occitans, car elle est d'actualité. Que pensez-vous de la volonté du gouvernement actuel de vouloir imposer la reprise de l'autoroute A69 sans tenir compte des recours possibles qui sont prévus par la loi française et qui garantissent les droits des citoyens? Déjà, la première remarque concerne la décision du tribunal administratif, qui finalement réhabilite, je dirais, la confiance que l'on peut avoir dans la juridiction administrative. On a eu d'autres cas où la juridiction administrative n'a pas suivi les recours, alors même qu'il y avait des motifs sérieux et réels d'annuler. Là, c'est ça. Et surtout, la juridiction administrative met au premier plan, je dirais, la dimension environnementale. Maintenant, sur le fond du projet, on est étonné de voir la réapparition de nombreux projets autoroutiers ou routiers. C'est un peu incompréhensible à un moment où le législateur a adopté la loi que l'on dit zéro artificialisation nette, c'est-à-dire une loi qui vise en fait à supprimer l'augmentation de l'artificialisation d'ici 2050 et la réduire de moitié d'ici 2035, et que l'on continue d'envisager une augmentation de la surface que l'on accorde finalement à l'asphalte. Il faut également tenir compte du fait qu'à partir du moment où on crée une route, ou en tout cas que là, dans le cas présent, je crois que c'est un doublement, à partir du moment où on accroît en quelque sorte la capacité d'une route, on augmente de fait
on provoque de fait une augmentation du trafic. Hein. C'est-à-dire que des gens qui, compte tenu d'éventuelles difficultés à se déplacer, parce qu'il y a à certaines heures des embouteillages, par exemple, vont faire le choix de prendre le train plutôt que de prendre leur voiture. Ces gens-là, à partir du moment où on facilite le déplacement, vont reprendre leur voiture et revenir sur la route. Et donc, on augmente le trafic. On augmente la vitesse. Hein, c'est une voie qui va passer de 80 ou 90 à 110. À partir du moment où on augmente la vitesse, ça veut dire aussi qu'on augmente les émissions de gaz à effet de serre. Bref, rien que de ce point de vue-là, c'est une mauvaise stratégie. Après, il y a la dimension paysagère, il y a l'impact effectivement du projet sur le paysage et les milieux naturels. Il faut, dans ce contexte-là, faire une réelle et une bonne analyse de savoir si véritablement les avantages attendus peuvent justifier une telle démarche, mais prendre également les mesures nécessaires, évidemment, pour compenser les impacts et sur le paysage, et sur le milieu naturel, et sur l'accroissement de trafic éventuel. Alexis, tu veux intervenir à ce sujet-là ou on continue? Merci Antoine, parce qu'effectivement, là, nous rejoignons parfaitement l'analyse et la synthèse d'Antoine. En tant que local de l'étape, je voulais juste dire qu'effectivement, ce week-end, il y a eu une mobilisation pour l'autoroute qui relie Toulouse à Castres. Donc ça nous a un petit peu interloqué. Quand on voit qu'effectivement c'est souvent les élus, souvent les acteurs économiques, je dirais locaux, et j'ai bien dit locaux qui mettent en lumière effectivement cette démarche de manifester pour une autoroute, nous, ça nous interroge. Et on se dit aujourd'hui, quand on regarde ce qu'il se passe sur l'axe Toulouse-Castres, on s'aperçoit que, par exemple, les salariés de Fabre, parce que là, c'est souvent l'acteur principal économique, c'est les laboratoires à Fabre, ils prennent aujourd'hui le train pour aller travailler. Et que on a tout intérêt à développer justement des lignes soit vertes, soit ferroviaires vers Castres, et déployer cette ligne qui existe et qui est utilisée en grande partie par les salariés du secteur économique, que de créer effectivement pour un lobby privé, parce que cette autoroute en plus elle est privée, hein, une stratégie de développement de l'aménagement du territoire qu'on ne partage pas du tout. Donc un gain de temps qui n'est effectivement pas forcément un gain de temps. Après l'autoroute, eh bien, il y a des bouchons. Donc en plus cette autoroute, elle donne directement accès à une rocade qui est déjà bouchée. Donc alors qu'aujourd'hui la route nationale fait une sorte de déviation. Et donc rien n'est étudié pour en efficacité, et de toute façon le temps n'est pas un critère, et là je rejoins effectivement Antoine, ni économique, parce que cette autoroute privée est chère, très très cher. On parle quand même de 20 € hein, pour un trajet, c'est pas pour toutes les bourses, et puis en termes d'impact, c'est complètement absurde. Donc voilà, nous on se pose beaucoup de questions sur ces stratégies qui sont effectivement en plus pas toutes seules. Je veux dire, il n'y a pas que cet exemple avec cette autoroute Toulouse-Castres qui existe. Donc, il faut être vigilant aujourd'hui. Je vois mon ami Max qui bouillonne et qui voudrait intervenir. Alors, vas-y, Max, tu peux y aller. Alors je suis évidemment du même avis qu'Antoine et que Alexis. D'ailleurs, pour en avoir parlé longuement, et Alexis était là aussi, avec une députée qui s'est occupée justement de défendre la fin
enfin l'arrêt de la construction de cette autoroute, elle nous disait que pour qu'une autoroute soit rentable, il faut qu'il y ait plus de 20 000 véhicules jour. Je ne sais pas si tu te rappelles, Alexis, qu'elle nous a parlé de ça. Or, on sait actuellement qu'entre Toulouse et Castres, il y a l'équivalent de, ça va vous faire rire, 7 000 véhicules au jour empruntent la nationale et font le trajet entre Toulouse et Castres. Donc, cette autoroute a un impact environnemental fou, elle coûte cher, elle ne sert à rien et elle n'est pas rentable. Ça fait quand même, selon nous, beaucoup d'éléments qui nous font dire que cette autoroute ne devait absolument pas, les travaux ne devaient pas commencer. Et j'espère que la décision du tribunal administratif de Toulouse fera jurisprudence et que, avant d'entamer des travaux de cette envergure, il faudra attendre que tous les recours aient été purgés. Parce que là, on se retrouve, c'est quand même ubuesque. 80 ou 90% des travaux sont terminés. Et si l'État est débouté de ces recours, ça va être rasé. Alors, il y a d'autres projets. Madame la députée nous avait dit qu'il y avait des projets alternatifs. Mais voilà, j'espère que cette décision fera jurisprudence et que maintenant, tout le monde sera vraiment consulté, qu'on attendra que tous les recours soient purgés pour entamer de tels travaux. Alors, ça, c'est une remarque qui est évidemment importante. On me dit qu'effectivement, les promoteurs du projet ont fait le forcing pour que les travaux soient réalisés avant la décision du tribunal. Et je crois que c'est effectivement important en matière de procédure. En règle générale, en matière de construction, c'est le cas. Et donc, en matière de route et d'infrastructure, de manière générale, ça devrait être aussi la règle. On a un exemple dans ma région où, de la même manière, un projet a été arrêté par le tribunal administratif, projet routier, lui aussi, alors que l'essentiel était déjà fait. Alors, évidemment, ça, tous les gens qui n'ont pas suivi le dossier, tous les gens qui n'attachent qu'une importance seconde aux impacts d'un tel projet ne comprennent pas qu'on puisse arrêter une route qui est pratiquement déjà faite et où il suffit de répandre l'asphalte. Donc ça, c'est une situation qui ne devrait pas exister. J'ajoute cependant que c'est aussi la démonstration d'autre chose. Nous avons l'habitude d'une manière de vivre, d'utiliser sans compter la voiture, et il y a une partie de l'opinion qui ne peut pas comprendre qu'on puisse en quelque sorte mettre un coup d'arrêt à cette manière de voir les choses. Ça illustre bien les difficultés devant lesquelles on est de faire évoluer la culture collective sur le sujet, alors que cette évolution est indispensable si on veut réellement lutter contre la dérive climatique. Mais vous me direz aussi que cette partie de l'opinion, peut-être, fait partie de ceux qui contestent la dérive climatique. Évidemment, si on ne veut pas voir un problème, le plus simple encore, c'est de le nier. Mais voilà, c'est la difficulté dans laquelle on est et qui font que certains sont relativement pessimistes sur la capacité que nous avons à régler le problème. Vous voyez comment ça se passe aux États-Unis, hein? C'est une composante de l'opinion qui n'est pas négligeable. Bien sûr. Alors, je vais rebondir sur M. Boudot, Alexis. Donc, on ne va pas faire les faux fuyants. Alexis et moi, et comme Max, on se connaît très très bien. Hein. Mais c'est simplement à l'inverse d'Antoine, si j'ose dire, qui lui est vraiment l'institution au niveau de l'écologie française. Toi, à l'inverse, tu es plutôt l'un des nouveaux piliers de l'écologie politique en France. Où tu occupes actuellement des fonctions importantes dans le milieu de la justice. Et tu es confronté au quotidien, si j'ose dire, à la réalité du naufrage sociétal actuel, notamment au sujet des jeunes.
cette jeunesse dont certains, c'est le cas de le dire, subissent et sont accidentés dans cette société. Tu es diplômé en droit et tu es mandataire judiciaire. C'est dire que tu connais le sujet de la justice et de l'écologie. Tu es, on va dire, le fer de lance, car tu as à ton actif beaucoup d'initiatives et de création de groupes. Notamment, tu es la pierre angulaire de l'écologie autrement et l'investigateur, voire le créateur de la ruche citoyenne. Alors voilà une première question qui intéresse les citoyens et qui suit ce que vous venez de dire, car elle est d'actualité. Que pensais-tu de la probité de nos élus politiques? Alors, qu'est-ce que le principe de probité pour que tout le monde comprenne? C'est l'intégrité d'exercer ses fonctions de manière désintéressée. Probité de ne pas tirer un profit personnel de ses fonctions. Secret professionnel et discrétion professionnelle, interdiction d'exercer d'autres activités professionnelles. C'est important puisque on a cru comprendre qu'il y a peut-être eu des influences par rapport à 7 à 69 qui fait qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans l'embarras. Et donc, voilà, par rapport à ton regard de mandataire judiciaire, par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu peux en dire? Oui, vaste question, la probité en politique. Alors déjà, je suis aujourd'hui fier d'intervenir avec Antoine Wechter, avec qui on travaille depuis de longues années. On n'a pas souvent aussi l'occasion en public et en live, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est en direct et en live, de pouvoir s'exprimer sur des thématiques sociétales. Et puis, si moi j'ai rejoint les équipes d'Antoine, c'est justement parce que la personne qui est avec nous ce soir est l'exemple, à mes yeux, de ce qu'est la probité en politique. Quelqu'un qui a su dire non quand il pouvait être ministre, quelqu'un qui ne met pas ses engagements, je dirais, professionnels au service de sa cause personnelle, mais au niveau d'un sens commun, et tout l'exemple de sa carrière politique en est l'illustration. Donc, déjà, ça me permet de dire aujourd'hui et devant tout le monde le plaisir qu'on a de travailler avec un homme intègre et juste. Ensuite, la probité, tout à l'heure, j'ai eu la possibilité de feuilleter le dernier ouvrage illustré de la vie de Robert Badinter, et qui s'appelle L'homme juste. Et ce roman graphique faisait en fait la démarche et l'illustration de ce qu'était un homme juste, ça s'appelle comme ça, et Robert Badinter en était un autre dans l'histoire. Ne pas mélanger ses intérêts privés avec effectivement une sorte de lobby. Et aujourd'hui, force est de constater, quand nous voyons ce qui se passe dans toute l'actualité. Alors, c'est des micro-phénomènes, mais qui sont aujourd'hui l'exemple même des dérives. Ce qui se passe avec un gouvernement et un Premier ministre qui a été au plus sommet de l'État, mais qui n'est plus responsable de rien quand arrive à lui une histoire monstrueuse. Pour moi, ça ne peut pas exister, ou du moins si ça existe, cet homme politique, cet homme responsable doit dire devant tout le monde qu'il est responsable, parce que à l'époque il avait le pouvoir, ou du moins qu'il ne connaisse ou pas la situation dans laquelle voilà, la société a révélé ce scandale. Même s'il ne savait pas, il était responsable, parce qu'il était aux plus hautes manettes de l'État. Ce que les Britanniques, les Canadiens, par exemple, sont fer de lance dans cette démarche
d'équité et de probité, on a beaucoup à apprendre en fait d'hommes politiques qui n'hésitent pas quand leur fonction est pointée du doigt, du moins leur responsabilité dans leur fonction est pointée du doigt, de tirer les leçons de ce qui s'est passé. Donc, on a souvent, très très souvent, on le voit. Alors, effectivement, bon, tu l'as rappelé, Roger, en droit, tant qu'on n'a pas été reconnu coupable, on est innocent. Hein. On ne peut pas, c'est trop facile de jeter l'opprobre devant voilà, une personne en plus publique. Donc, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que cet homme public doit être irréprochable. Parce que justement, il a décidé de travailler pour la chose publique. Et le politique, ça doit être noble. Et je ne suis pas certain que aujourd'hui les exemples de nos acteurs publics et nationaux soient de cette ils n'ont pas la trempe de je le dis avec vraiment je veux dire avec force et oui, beaucoup de peine parce que je pense que aujourd'hui on n'est pas dans la plus belle, les plus beaux exemples qu'on peut avoir de la politique française. Donc oui, c'est essentiel d'être juste, de travailler sans avoir forcément des lobbies. On a parlé des crèches privées qui transmettaient des informations à des politiques. On a parlé de personnel qui retirait de l'argent. Et là, moi, je suis dans un département où ça s'est passé, où un ancien ministre de l'Environnement a été condamné et puis il a dû rembourser. Donc, c'est de fait, c'est de notoriété publique, hein, et qui a, pendant X années, payé sa femme avec des emplois fictifs. Donc tout ça, ça donne une très très mauvaise image de ce que nous aimons, c'est-à-dire œuvrer pour le sens commun, pour nos concitoyens. Et si on avait une chose effectivement à gagner de ces exemples, c'est de reprendre à la source et de dire que nous devons être exemplaires, même si on fait des erreurs, et ça c'est possible, nous devons être exemplaires et ne pas nous sentir complètement hors sol. On l'a vu, hein, j'ai eu la chance de visiter, ou du moins plus que de visiter, de voir comment au Sénat, les sénateurs peuvent intervenir, et puis lors de questions au gouvernement, par exemple, on est très très vite, on a très très vite la tête qui tourne avec les dorures de la République. Donc il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus réel, et de se dire que la politique, ça doit être ça doit être la voie du juste. D'accord. Alors, toujours dans cette voie du juste par rapport à la probité et aux allusions que tu as dit par rapport à, effectivement, au niveau national, faut que vous sachiez quand même que les questions que je vous pose, c'est pas moi qui vous les pose comme ça, hein, c'est des questions qui ont été travaillées en amont par des groupes et qui nous ont remonté des questions, et on essaye de faire une synthèse, et par rapport à ce que vous dites, avoir une traçabilité pour qu'il y ait de la cohérence. Alors, comme on était dans la probité, je vais rebondir tout de suite avec toi, Alexis, et après, suite à ta question, il y aura pratiquement une autre pour Monsieur Bechter. C'est-à-dire que, alors là, on dit, que pensez-vous, en tant qu'écologiste, hein, mouvement et tout, que pensez-vous que l'écologie en général puisse se battre contre les multinationales qui organisent les contrats mondiaux comme le Mercosur? Est-ce que là,
il n'y a pas de la probité aussi. Alors, je ne crois pas que ce soit une question de probité, c'est une question de philosophie politique. La question est de savoir si on favorise les échanges, enfin, s'il y a un intérêt à favoriser les échanges, et pour que les échanges, en réalité, pour reprendre un mot, soient justes, il faut bien évidemment qu'ils s'établissent sur des bases égales. Égales en termes de contraintes sociales, égales en termes de contraintes environnementales. S'il y a un déséquilibre, il est évident qu'il y a l'un des partenaires de l'échange qui est floué. Et c'est ce que contestent aujourd'hui les agriculteurs, c'est-à-dire le risque de voir arriver des produits agricoles qui sont moins chers parce qu'ils n'ont pas subi les mêmes contraintes et que donc, dès lors, il y a une concurrence déloyale. Et je crois que ça, c'est fondamentalement une mission de l'État d'assurer la régulation. Nous sommes favorables à une économie de marché, mais à une économie de marché qui soit régulée. Et dans ces régulations, il y a des régulations environnementales ou sociales qui sont absolument indispensables. Je pense d'ailleurs, et c'est une chose qu'il faut bien mesurer, et que tous les agriculteurs ne mesurent pas nécessairement, c'est que l'agriculture ne peut pas fonctionner sur une économie libérale. C'est nécessairement une économie qui est protégée, indispensable. Si elle n'est pas protégée, si elle est ouverte à tout vent, on va finir par faire, et on finit par faire les paysages des États-Unis, tout simplement, c'est-à-dire on va dans la direction d'une agriculture industrielle qui est avec un effondrement de la biodiversité au demeurant constaté. Si l'on veut au contraire avoir une agriculture qui soit capable de gérer correctement nos paysages, l'eau et produire une alimentation de qualité, il faut avoir une autre logique. Cette logique, elle existe en Suisse, par exemple. Elle a existé en Autriche avant que l'Autriche n'intègre la communauté européenne. Elle a existé dans les pays scandinaves. Elle a été introduite à un moment donné dans la loi d'orientation agricole, mais malheureusement sous une forme volontaire, c'est-à-dire la majorité des agriculteurs au demeurant n'y ont pas eu accès, qui est, à l'époque, ça s'appelait les contrats territoriaux d'exploitation, qui était une contractualisation sur les objectifs environnementaux. C'est-à-dire, et aujourd'hui, vous avez un territoire qui est entièrement contractualisé, c'est la montagne vosgienne dans mon département, le département du Haut-Rhin, où les agriculteurs, parce qu'ils vont gérer de manière correcte les landes, les chaumes de montagne, parce qu'ils ne vont pas ils vont maintenir les prairies, par exemple, tout ça, il y a des indemnités. Ce sont des indemnités, on rémunère finalement le service environnemental que les agriculteurs produisent. Voilà, c'est ça la question qui est posée. C'est du bon sens. Maintenant, je voudrais revenir quand même sur le débat de tout à l'heure, sur la probité. Je pense que il ne faut pas voir d'une manière générale ou attacher d'une manière générale à l'élu des malversations, des volontés tout simplement de s'enrichir, etc. Je pense que la vraie question, elle n'est pas là. La vraie question, c'est celle de la motivation de l'élu. Si l'élu entre dans la fonction élective simplement parce qu'il a envie d'avoir sur sa carte de visite l'indication qu'il est parlementaire, qu'il est sénateur, qu'il est conseiller régional ou autre, c'est là que les problèmes apparaissent. Parce que ça veut dire qu'il n'aura aucune motivation autre que de se dire, bon, il faut que je sois réélu et par conséquent, il faut que je serve certaines demandes. Et comme il ne va pas être sélectif, comme il n'a pas la capacité d'être sélectif, ça aboutit à soutenir effectivement des projets routiers sans s'être interrogé sur la pertinence dans le contexte actuel. Il va soutenir d'autres éléments, car les lobbies sont nombreux à venir faire une pression et à demander des choses, sans pour autant examiner est-ce que c'est peut-être intéressant pour la corporation, mais c'est peut-être pas nécessairement intéressant
pour le collectif d'une manière générale. Voilà. Moi, le reproche que je fais d'une manière générale, surtout aux grands élus ou à certains élus en position d'exécutif, c'est qu'en règle générale, ils ne gouvernent pas. Et d'ailleurs, c'est le reproche que fait aujourd'hui une partie non négligeable de l'opinion. C'est la raison pour laquelle ils votent pour des partis qu'on va qualifier d'extrêmes, en tout cas situés aux extrémités, que ce soit à gauche ou à droite du panel politique. C'est parce qu'ils veulent avoir des gens qui, effectivement, maîtrisent les phénomènes. Et l'absence, à mon avis, beaucoup des problèmes qu'on a eus et qu'on a, notamment du point de vue environnemental, c'est une absence de gouvernement. Et cette absence de gouvernement, elle est liée d'une part à cette absence de motivation, elle est liée à une lâcheté très souvent de l'élu, et elle est liée également, de manière plus technique, au cumul des mandats. Alors, on a réduit le cumul des mandats en empêchant finalement un maire de devenir maire ou sénateur, enfin un maire de devenir parlementaire ou sénateur, enfin qui est voilà, un cumul d'exécutifs de ce côté-là, mais n'ont pas empêché, par exemple, qu'un parlementaire ou qu'un président de conseil régional continue à avoir une activité professionnelle qui est une autre manière de cumuler. À partir du moment où on a une fonction exécutive d'importance, il faut être en disponibilité complète. Surtout que les indemnités sont là pour le permettre. Tout à fait. Très bien. Merci de ce positionnement et de cet éclaircissement. Alors, maintenant, on a une petite question pour vous, un peu personnelle, Monsieur Wechter. C'est que pensez-vous de l'action amorcée depuis septembre 2023 à Avignon par la Ruche citoyenne? Ce très jeune parti a tout mis en œuvre pour trouver le juste milieu des propositions des uns et des autres pour l'intérêt de la nation dans le respect des partenaires européens. Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil que, j'allais dire, pas forcément des jeunes pousses, mais des gens qui étaient apolitiques par les circonstances qu'on a vécues, et notamment en 2018, les gens s'emparent un petit peu de cette politique et veulent rentrer dans le jeu politique? Moi, je suis évidemment tout à fait favorable à ce qu'il y ait un maximum de citoyens qui s'intéressent à la vie collective. Je pense que c'est un des gros problèmes que nous avons, c'est précisément le désengagement. Le désengagement des citoyens de la vie politique, la difficulté, par exemple, qu'on peut avoir de constituer une liste municipale et même parfois de trouver un maire, mais surtout au-delà de ça, quand la démocratie ne fonctionne qu'avec une population éclairée. Alors éclairée, ça suppose qu'on soit informé, mais pour être informé, encore faut-il être intéressé à chercher l'information, car une population qui ne fait pas ça, elle est vulnérable à toutes les manipulations. Et il y a une chose, moi, personnellement, qu'on constate aujourd'hui, que je considère comme une maladie du corps social, ce sont ces... Alors, je ne sais pas quel terme je dois utiliser. En général, on parle de complotistes, par exemple. En tout cas, ce sont ces personnes qui ne lisent plus rien, ne regardent plus rien, sauf ce que véhiculent les réseaux sociaux, sans être en capacité de faire une analyse. Par exemple, encore l'autre jour, on vient, en pensant faire une critique du président de l'Ukraine, Zelensky, en disant il vient de s'acheter une banque française pour 1,5 milliard d'euros. Et je dis, mais vous vous rendez compte simplement de ce que vous dites? Vous pensez véritablement qu'un individu comme Zelensky dispose tout simplement de 1,5 milliard d'euros? Ou est-ce que vous êtes simplement demandé si, même en admettant qu'il y ait eu une telle acquisition en France, si c'est Zelensky personne ou l'État ukrainien? Et même si c'est l'État ukrainien, je serais curieux que dans la situation actuelle, l'État ait les moyens de s'investir dans une banque, et je ne vois pas en quoi ça le servirait d'ailleurs,
dans la situation de conflit dans laquelle il se trouve. Bref, simplement le bon sens, rappeler le bon sens. Il y a des choses sur lesquelles les gens devraient réagir. Ben non, je constate autour de moi, ou simplement dans ma commune, quand il y a des déjeuners, des dîners du village qui rassemblent en général 80-100 personnes, il y a toujours l'une ou l'autre personne qui croit des fables. Et je pense que dans le cas, ce qu'on me citait en l'occurrence, ça doit être sans doute encore une fois un de ces mensonges russes pour tenter de décrédibiliser le président ukrainien. Mais voilà, s'intéresser à la politique, ça veut dire effectivement avoir un regard critique sur toute l'information qui est diffusée. Et à partir du moment où on a cette volonté de s'informer, on est armé face à toutes les informations pour dire oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est vrai, ça c'est probablement faux, ou à la limite, savoir où chercher l'information. Merci beaucoup, monsieur Vécher. Vous êtes trop fort, vous m'amenez, vous me servez sur un plateau la question qui est pour mon ami Alexis Boudot, voilà, qui était prévue, mais je vous en remercie, et pourtant on ne s'est pas concerté. Donc, Alexis, on me demande que on croit comprendre que vous allez très prochainement, avec votre ami Rachid Mokrane, rediffuser le magazine dont l'intitulé est Climmag. Donc, je suppose que c'est pour de l'information, pour apporter de l'information, pour que les gens puissent comparer, comme vient de le dire M. Wechter, c'est intéressant. Et est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, déjà, je pense que le mot courage est essentiel par rapport à ce qu'on a dit. L'élu, le politique doit être courageux. Et effectivement, si on s'engage aujourd'hui pour s'engager, pour avoir une ligne supplémentaire ou pour avoir un pouvoir qui concrètement ne sert qu'à soi-même, effectivement, on n'est ni juste ni bon dans son fonctionnement personnel. Et dès qu'on a du courage, on peut s'engager. Donc, certains s'engagent dans le milieu associatif, le militantisme, certains dans la justice, d'autres dans le journalisme. Et effectivement, le projet de Climmag, bon, moi, je m'y suis intéressé il y a déjà plus de 2 ans, hein, parce on avait déjà créé une société de faits, on avait travaillé pour savoir comment un think tank pouvait, dans le milieu de l'écologie, de la réflexion politique, pouvait unir non seulement les partis politiques, mais aussi les acteurs, les citoyens. Et ce Climmag, c'est autant le climat social, le climat politique que le climat environnemental, parce que voilà, quand on a une démarche à effectuer pour essayer de se renseigner, essayer, comme l'a dit Antoine, de porter, parce qu'il n'y a pas de vérité, mais par contre de porter réflexion sur ce qui se passe dans l'actualité. Il est trop simple aujourd'hui d'ouvrir un réseau social et puis de dire ah d'accord, j'ai lu ça et je m'arrête à ce que j'ai vu sur une source. Et c'est de plus en plus de plus en plus avéré que l'information étant le pouvoir, on peut tout dire et on peut tout faire croire aujourd'hui par ces moyens. Et on parle de TikTok, on parle de plus en plus parce que Facebook est obsolète, hein, de ce réseau X qui a été récupéré par le millionnaire et qui véhicule énormément de contre-vérités. Donc Climmag effectivement est là pour essayer de réunir en fait un groupe écologiste, régionaliste, citoyen, ce qui nous est cher, pour transmettre une information par le biais d'un petit journal qui va d'abord être numérique, hein, mais qui peut effectivement après avoir sa version papier. Et c'est effectivement Rachid Mokrane avec qui on travaille
depuis quelques années qui en est l'instigateur et qui essaye de regrouper comme ça, que ce soit l'incubateur, que ce soit l'écologie indépendante avec nos partis politiques respectifs, que ce soit aussi le groupe de la ruche citoyenne ou de celui de Max avec Résistance et Liberté. Donc voilà, on accueille de toute façon dans tous les cas avec je pense, une bonne démarche de vouloir unir par ce biais voilà, un mini Mediapart quoi, qui serait à nous. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Après, on désire aller au-delà parce qu'il y a des échéances, il y a des échéances municipales, il y a des démarches déjà et on y travaille sur des législatives qui peuvent arriver prochainement, arriver ou pas d'ailleurs. Hein. Mais dans tous les cas, il est essentiel aujourd'hui de trouver des piliers communs pour aller vers ces échéances ensemble. Et nous étions mercredi dernier à Paris pour en discuter avec nos mouvements politiques partenaires. Et nous serons encore amenés à nous rencontrer pour pouvoir travailler aussi sur ces échéances. Parce que le think tank, Climag, ou des marques comme on le fait aujourd'hui avec l'incubateur vont et doivent servir aussi à ce qui va être nos démarches politiques de demain. Du moins, c'est avec force que je le souhaite. Alors justement, demain c'est presque... Ah, je t'en prie, après je reprends, non? Oui, moi, je voulais juste rebondir sur 2 points. Alors, un point informatif. On parlait des législatives. Il faut savoir que la fenêtre pour une élection législative va être toute petite. Alors là, c'est vraiment pour informer les gens parce que même moi, pour dire la vérité, je ne le savais pas. Il ne pourra pas y avoir d'élection législative à un an de la présidentielle, et il ne peut pas y avoir de législative avant juillet ou août. Donc, c'est-à-dire que la fenêtre pour pouvoir faire ces élections-là est très courte, et il me semble qu'avec ce qui se passe à l'international, j'étais quasiment certain que notre président dissoudrait l'Assemblée. Là, je pense que c'est de moins en moins probable. Premier point. Et deuxième point où je voulais rebondir, c'est sur l'information. C'est vrai que ce soit dans des médias mainstream ou dans des médias, peut-être encore plus dans des médias dits alternatifs, style Internet, il ne faut pas prendre ce qu'on vous dit pour argent comptant. Nous, par exemple, sur Résistance et Liberté, avant de publier quelque chose, on cherche 2 ou 3 sources concordantes pour pouvoir publier. Normalement, c'est ce que devrait faire un journaliste. Et on se rend compte que des fake news, il y en a même sur des mainstream. Donc voilà, ne prenez pas ce qu'on vous dit pour argent comptant, d'un côté comme de l'autre, hein, d'ailleurs. Hein. Je sais très bien que dans la dissidence ou dans les médias alternatifs, il y a aussi des farfelus qui racontent n'importe quoi. Donc voilà, méfiez-vous et je me répète une dernière fois, ne prenez pas ce qu'on vous dit pour argent comptant, quel que soit le média. Et voilà, que ce soit pour ou contre, il faut toujours se demander à qui pourrait... Ah, j'ai plus le mot, mais enfin, il faut faire attention. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Très bien, Max, merci. Donc, je rebondis sur demain, le fameux demain d'Alexis. Et le demain, ma question, elle est pour vous, Monsieur Antoine Wechter. Pour vous, avec votre expérience et tout, comment envisagez-vous l'avenir de MEI? Le mouvement écologiste indépendant, les écologistes, est né en 1995, au mois de septembre 1994 plus précisément, donc ça fait 31 ans maintenant.
Bah, moi, je lui souhaite d'exister encore 31 ans au moins, hein. Donc, il va continuer, ça, il n'y a pas de doute. Simplement, ce qu'il faut, c'est qu'il se développe, c'est-à-dire qu'il y ait davantage, effectivement, de combattants, je dirais. Nous avons besoin en particulier de candidats pour les prochaines élections législatives, qu'elles aient lieu au mois de septembre 2025 ou qu'elles aient lieu au mois de juin 2027. Nous avons besoin de candidats. De candidats pour quoi faire? De candidats pour porter le message. C'est-à-dire que le rôle que nous avons, même si nous n'avons pas la capacité, comment dire, d'avoir des élus nationaux de manière évidente, par contre, nous avons un rôle d'évolution culturelle. L'objectif, c'est d'avoir une majorité culturelle. Et pour avoir une majorité culturelle, bah, il faut essayer de sensibiliser, de convaincre, de montrer qu'il y a des voix différentes. Et c'est ça le rôle. Donc, c'est à travers la diffusion du message. Et il y a même si c'est parfois un peu réduit en termes de temps, il y a quand même un intérêt plus important des gens pour le discours politique au moment des élections. Et par conséquent, il faut utiliser cette fenêtre. Et puis, comment dire, l'objet qui était le nôtre quand l'écologie politique est née, c'est de dire finalement là où on peut avoir une influence sur le politique, c'est quand on touche ce à quoi il est sensible, c'est-à-dire le bulletin de vote. Et par conséquent, créer le rapport de force sur une idée, c'est aussi une manière d'influencer le destin collectif. Et voilà, c'est ça notre objectif. Et pour ça, on a besoin effectivement de porteurs de messages à l'occasion de ces élections législatives, que ce soit d'ailleurs les prochaines ou que ce soit pour la suite. Ouais. En n'oubliant pas que l'une des fonctions également du MEI, c'est celle qu'avaient d'ailleurs autrefois les formations politiques, et j'ai l'impression qu'elles l'ont en grande partie oubliée. En tout cas, c'est la formation, c'est-à-dire former les gens pour qu'ils ne sont pas complexés face à une candidature. Chaque citoyen a les moyens d'être candidat. Simplement, il a besoin habituellement d'une petite formation sur les institutions, sur le contenu du projet, et ça, nous le délivrons. Très bien, merci. Alors, il y va de même pour Alexis, toi qui encourages tous les écologistes à faire bloc avec tous les régionalistes. Comment envisages-tu ton positionnement politique dans l'avenir? Oui, pour ce que nous... alors, moi, je me suis engagé dans l'écologie indépendante parce que j'ai foi à un projet de société qui n'est pas clivant. Aujourd'hui, on le voit, les extrêmes poussent des deux côtés de l'échiquier politique. Nous voyons aussi que beaucoup perdent leur latin avec des positionnements sur tel ou tel sujet. Je pense que revenir sur des fondamentaux avec une grande part d'indépendance politique, et c'est pour ça que je crois en ce que nous faisons aujourd'hui avec l'écologie qui peut prendre de bonnes choses dans une démarche commune avec des acteurs plus progressistes ou avec des personnes qui, comme l'Alliance centriste par exemple, peuvent avoir un côté, des sujets sociétaux beaucoup plus marqués au centre droit. Je tiens beaucoup à cette notion que l'écologie doit rester indépendante et ne pas s'occuper d'un clivage à droite ou à gauche. Voilà. Et donc je vois
cet avenir avec l'ensemble des forces de l'écologie indépendante, hein, parce que je pense véritablement que l'union fait la force. Donc, de nous rassembler pour faire force et de trouver ces piliers. Beaucoup plus de choses nous réunissent que de choses nous séparent. Donc, de prendre ces piliers qui nous sont chers sur les valeurs de la République et qui sont menacés aujourd'hui, hein. Toutes les valeurs peuvent être menacées par le politique, hein, et l'extrémisme en politique. Donc, et on le voit en Hongrie, on voit avec ce qui se passe outre-Atlantique. Donc, aujourd'hui, il faut se dire que il est de notre responsabilité d'avoir cette justice sociale et ces valeurs qui peuvent nous porter. Je crois en l'écologie parce que c'est le défi de demain, de nos générations futures. Si on n'a plus d'eau, si on n'a plus d'air à respirer, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire d'usines, d'économie, de finances et de je ne sais quoi. Donc, pour moi, il y a une base, la base déjà de bien vivre. Et c'est pour ça que je crois et que j'ai foi en ce pilier qui est l'écologie. Et puis l'écologie, je le répète, mais je ne le répéterai jamais assez, elle ne doit pas être clivante. Et je vois effectivement aujourd'hui de plus en plus, et les personnes viennent nous rencontrer, des sénateurs, des députés, des élus et des ministres, pour nous dire et nous écouter, parce qu'il y a, comme le dit Antoine, on a cette vocation aussi à apporter quelque chose de nouveau, et je pense que c'est cette voie qu'il faut porter. Très bien. Donc, pour terminer, puisqu'on arrive pratiquement à la fin de cette émission, j'aurais bien, si tout le monde est d'accord, laisser de nouveau la parole à M. Vester, s'il veut nous faire une petite synthèse, parce que c'est toujours passionnant de l'écouter. Il y a peut-être un thème que nous n'avons pas évoqué, qui est une question que nous devons nous poser. Qu'est-ce qu'on fait dans la situation, dans le conflit russo-ukrainien? Les écologistes, par essence, sont des non-violents, des pacifistes. Alors, pas des pacifistes au sens où on abandonne devant l'agresseur mais dans le cas présent, je pense qu'on doit construire la paix. Pour construire la paix, il faut d'une part, bien évidemment, il faut soutenir l'Ukraine, mais il faut être en situation de décourager un éventuel agresseur, et donc décourager en l'occurrence c'est la Russie. Il y a déjà un grand nombre d'années, le MEI s'était prononcé pour une sortie de l'OTAN. Nous pensions en effet que l'Europe devait construire sa propre politique dans ce domaine, avoir la capacité d'une défense commune et être une sorte d'intermédiaire, de médiateur entre l'Est et l'Ouest. Alors, c'est peut-être une vision un peu utopique parce que je ne suis pas sûr que le comportement rationnel, mais qui est une rationalité mafieuse du côté de la Russie, je ne suis pas sûr effectivement que ça aurait été complètement efficace, mais en tout état de cause, je pense que c'est quand même la seule voie que l'on puisse développer, c'est avoir une véritable stratégie de paix. La stratégie de paix, elle comporte aussi une dimension de rapport de force qu'il faut construire. Mais en tout état de cause, c'est une vraie question qui se pose aux écologistes, qui ont toujours été plutôt dans une logique effectivement anti-guerre, une logique de réduction des dépenses en matière d'armement, parce qu'il faut mettre de l'argent sur les enjeux de la crise environnementale. Mais c'est vrai que dans le cas présent, cela demande peut-être une révision. En tout cas, voilà, j'ouvre le débat et une réflexion que nous devons avoir. On ne peut pas se positionner simplement par idéologie en disant non, on ne va pas soutenir l'Ukraine, on ne va pas mettre de l'argent dans ce truc.
ou de l'autre côté, on ne va pas dire notre objectif, c'est de casser la figure à Poutine, et par conséquent, on va se prendre les moyens. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je pense qu'il faut avoir une politique intelligente, une stratégie en réalité pour construire, pour maintenir la paix. Il faut quand même se rappeler que ça fait plus de 80 ans qu'on est en situation de paix, et lorsqu'on regarde l'histoire, c'est vraiment une période enchantée pour nous. De ce point de vue-là, on a de la chance d'avoir vécu, cette génération ait vécu cet aspect-là. Il faut essayer de le conserver. Il n'y a pas de raison qu'on entre à nouveau dans une situation de guerre. Moi, pour rajouter à ce que vous dites, c'est vrai, vous avez raison sur ce que vous venez de dire. C'est du bon sens, comme tout à l'heure. Il faut l'avouer, c'est du bon sens. Moi, si j'ose dire, l'avenir de M. Poutine ou l'avenir de M. Zelensky, peu m'importe, où je suis compatissant avec vos paroles, c'est ce que subit le peuple russe et le peuple ukrainien, ce que subissent les gens au quotidien des deux côtés, qui est immoral, qui est injuste. Et si on doit œuvrer et si on doit faire quelque chose pour la guerre, c'est pas pour ces ténors du barreau, comme je dis, mais c'est pour le peuple ukrainien et pour le peuple russe, parce que eux aussi, ils ont le droit de pouvoir vivre en sécurité, dans le respect et normalement. Voilà ce que je voulais ajouter. Je vais attirer quand même l'attention sur un aspect, qui est quelle est la motivation finalement de Poutine dans cette affaire, auquel répond d'ailleurs de manière complètement parallèle la même motivation de Trump. Bien sûr. La motivation, c'est de mettre la main sur les ressources minières du Donbass, c'est-à-dire de la partie sud de l'Ukraine, et en particulier sur des terres rares qui sont indispensables pour réaliser un certain nombre, les éoliennes, pour faire fonctionner toute notre mécanique. Ça veut dire d'une certaine manière que ce conflit, il est aussi écolo. C'est-à-dire, il est lié justement à cette volonté de croissance énergétique et comme ce qui nous attend en quelque sorte, c'est l'épuisement effectivement des ressources, il va y avoir de plus en plus de tensions sur la maîtrise de ces ressources. Et d'une certaine manière, ce conflit russo-ukrainien et l'attitude de Trump par ailleurs, c'est ça, c'est la tentative de maîtrise. On nous a appris ce matin que les Américains, donc Trump, avaient mis en place une commission pour la domination énergétique. C'est-à-dire que l'objectif, c'est effectivement de mettre à la main, de dominer et de s'entendre, je dirais, à la limite, avec Poutine d'un côté, peut-être les Chinois, peut-être sûrement pas, mais en tout cas de s'entendre sur la maîtrise effectivement de ces ressources. Alors, c'est vrai, évidemment, pour la partie Donbass, en quelque sorte, de l'Ukraine. C'est vrai aussi pour le Groenland. Le Groenland, on considère qu'avec le réchauffement climatique et donc la disparition, la réduction en tout cas des contraintes liées à l'hiver et au froid, que tout cela devrait permettre un accès facilité à un certain nombre de ressources minières contenues dans le Groenland. Et toujours pour la même chose, c'est un aspect du conflit, des conflits qui vont se développer autour de la maîtrise de ressources rares. Et la seule solution, évidemment, dans cette affaire, c'est tout simplement d'abaisser la demande et par conséquent de modifier aussi nos comportements de consommation pour sortir, je dirais, d'une addiction énergétique qui fait qu'on est prêt à faire n'importe quoi. Merci Alexis. Tu veux rajouter quelque chose, Max? Pour moi, je vous remercie d'être venu et je dis à tout le monde rendez-vous le 24 mars pour un spécial Afrique-France. Je n'ai pas dit un France-Afrique, mais j'ai bien dit un Afrique-France. Eh bien, oui, ça sera le prochain live sur notre antenne. Il y a aussi notre philosophe Michel Fize
qui a son live du mardi. La dernière fois, on avait reçu un ancien juge du tribunal pour enfants. Et donc, ça sera de la même veine. Je voulais donc déjà remercier Antoine Lechter d'être venu sur notre émission. Antoine, que j'avais eu le plaisir de rencontrer au Salon de l'Agriculture l'année dernière. Donc, Merci merci beaucoup, Antoine. Et puis, évidemment, hein, vous venez quand vous voulez. Hein, quand vous voulez parler d'un sujet en particulier, vous êtes le bienvenu, évidemment. Remercier aussi mon ami Alexis, qui est toujours pertinent dans ce qu'il peut nous dire. Et évidemment, je souscris toujours entièrement à ce qu'il me dit. Et merci Roger d'avoir brillamment présenté cette émission, parce que c'est toi qui te la présente. Moi, je m'occupe plus de la partie technique, j'interviens de temps en temps, mais c'est quand même toi qui fais le gros du travail. Ouais, mais donc, on est une équipe, mon ami. On est une équipe, et une équipe, il y a tous les compartiments, autrement ça ne peut pas marcher. Donc, je vous dis à très bientôt et bonne soirée sur La Ruche Citoyenne, sur Résistance et Liberté, nos groupes, nos pages. Merci beaucoup à vous. Et à bientôt. Au revoir. Merci, bonne soirée.